Alors, je m'appelle Alain Bagnoud, je suis né en 1959 à Chermillon. J'ai vécu à Genève durant pas mal d'années, parce que je suis allé faire mes études là-bas comme à peu près tous les Valaisans qui font l'Uni. Et du coup, j'y suis resté parce que j'ai une famille qui est née, qui a grandi là-bas. Maintenant que j'arrive à la retraite, je pense que je vais, disons, investir beaucoup plus dans le Valais, où j'allais souvent, puisque on a une maison à Saint-Luc, dans ce magnifique Val d'Aniviers. C'est une pulsion, alors c'est difficile de dire d'où ça vient, c'est un truc un peu naturel chez moi qui vient de la lecture. Déjà tout petit, j'étais une sorte de boulimique de lecture. Dès que j'ai appris à lire, je m'intéressais au texte, je lisais à peu près tout. Et puis un peu naturellement, c'est là que s'est forgé l'idée, l'envie d'écrire, de devenir écrivain. C'était une sorte de fantasme que j'avais. Après, entre l'envie de devenir écrivain et l'envie d'écrire, c'est autre chose, hein, c'est une autre phase. Et je dirais que l'envie d'écrire, oui, c'est une sorte de pulsion. Quand je le fais pas, une journée, j'écris tous les jours. Quand je le fais pas une journée, j'ai l'impression d'avoir gâché ma journée. Et si j'écris 2 heures, 3 heures, je me sens bien à la fin, quand je fais une sorte de petit examen de conscience, j'ai fait quelque chose aujourd'hui. Alors, c'est pas toujours bon, mais c'est une satisfaction personnelle qui me permet de cadrer mes jours et puis de les cadrer aussi en longueur. C'est un projet à longue durée, donc je suis projeté vers l'avenir au lieu d'être simplement enclos dans le présent. L'avenir, c'est la finition d'un bouquin, et ben voilà, donc ça donne du sens à mon existence. Alors pour moi, c'est essentiel, parce que ce sur quoi je travaille surtout, c'est l'individualité, et le grand thème, c'est un peu le rapport entre l'individu et le groupe. C'est ça qui m'intéresse beaucoup. Et notamment, qu'est-ce qui fait qu'on peut dire qu'un individu est libre? Comment est-ce qu'il est influencé par le milieu dans lequel il est, par les idéologies, par les idées à la mode, par les influences? Et bon, moi je suis valaisan, donc au départ ça m'intéresse parce que j'ai un outil de travail sur moi-même par rapport à ça. Et ça me semble d'autant plus intéressant que il y a quelque chose de très fort en Valais qui concerne l'identité valaisanne. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus fort que dans tous les autres cantons, c'est beaucoup plus fort que dans d'autres pays aussi. On est sans cesse ramené à une image du Valais et du Valaisan, enfin, plusieurs images du Valais et du Valaisan, il y a des images un peu différentes, mais qui se confrontent toujours à l'individu quand on est en Valais. Depuis tout petit, j'ai ça, avec une image qui évolue évidemment. Et à chaque fois, justement, ça me permet de me poser la question, qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui appartient à cette image que j'ai d'un être idéal, qu'est-ce qui m'influence dans ma façon de penser et de réfléchir par rapport à ce qu'on m'a raconté sur le Valais, par rapport à ce que j'ai intégré aussi. Donc tous les livres parlent du Valais, ça tourne toujours autour de cette question d'identité personnelle. J'écris tous les jours, effectivement. Avant le Covid, j'écrivais toujours dans les cafés, parce que c'est un beau lieu pour écrire. On voit les visages humains, ça m'inspire. Il y a du brouhaha, ça me permet plutôt de me concentrer, le brouhaha. Donc j'écrivais dans les cafés le matin et l'après-midi, en général. À partir du Covid, j'étais obligé de me réfugier dans le bureau. Mais effectivement, pour moi, c'est important d'avoir un rythme régulier, encadré. Les heures du matin, j'écris de 9h à midi, puis le soir, j'écris de nouveau de 4h à 6h. Enfin, j'ai des horaires comme ça qui sont fixes et qui me permettent une structure. C'était essentiel. Alors j'étais dans une famille paysanne, ça inquiétait beaucoup mes parents parce que comme je passais mon temps à lire, que je dévorais la bibliothèque de l'école, puis la bibliothèque municipale, ils avaient peur que je sois un peu fou, que je devienne un peu malade. Enfin, ils me disaient arrête de lire, sors un petit moment jouer. Mais je sortais avec des bouquins et puis je me cachais pour les lire. Je faisais comme tous les grands lecteurs quand on est jeune et ado, je lisais sous les draps avec une lampe de poche, donc tous ces trucs-là. Mais il y a un livre, j'en parle assez souvent, mais c'est important pour moi, il y a un livre qui m'avait particulièrement marqué, c'était Heidi, le livre d'Heidi, qui a été un choc énorme, parce que ça parlait de la montagne, ça parlait de choses que je connaissais, on allait au Mayen, au-dessus du Grand Montana, donc toutes les descriptions d'Heidi, ça me rappelait ce que moi je vivais, mais c'était beaucoup plus beau que ce que moi je vivais. Donc je me suis dit, dans la littérature, il y a quelque chose de plus que la vie.
merveilleux, de magnifique, et en même temps, l'intérêt, c'est que ça me faisait apprécier plus moi-même les moments que je passais en montagne. Donc, en plus, ça rajoute quelque chose à la vie réelle. Et c'est ça qui est resté pour moi cette source d'éblouissement de la littérature, qui nous distrait, qui nous apprend des choses, qui nous enrichit pendant qu'on lit, mais en même temps, quand on a fini de lire, la réalité qu'on voit, elle est encore plus belle, parce qu'elle est enrichie par des images, des idées. C'est un apport. Alors, important le parcours d'écrivain, je sais pas, mais je parle toujours de Proust, et effectivement, c'est mon grand auteur, je le relis tous les 5 ans, et je me force à pas le relire plus, parce que sinon je le relirai sans arrêt, je commencerai au début quand je l'ai terminé. Ça, c'est un exemple type de ce qui moi m'influence beaucoup, c'est-à-dire c'est ce dont je vous parlais avant. En même temps, quand on est dedans, c'est son moment magique, et quand on ressort de Proust, on est toujours dans le Proust. On se promène dans les rues, on voit les choses en sa façon, on voit les arbres, je sais pas, l'automne merveilleux, on voit ça comme si on était dans ce monde magique de Proust. Et puis il y a quand même un deuxième auteur, il faut aussi le citer, parce que c'est important pour moi en tant que Suisse romand, c'est évidemment Ramu. Parce que c'est à ce moment-là, quand j'ai commencé à lire Ramu, que j'ai vu qu'on pouvait parler différemment des grands auteurs français, et qu'il n'y avait pas que le grand langage classique, il y avait aussi le langage oral. Ramu a essayé de recréer un grand langage paysan, et qu'on pouvait aussi intégrer des éléments qui nous concernent à une littérature générale et plus classique. Avez-vous écrit des textes que vous n'avez jamais voulu montrer à personne, et si oui, pour quelle raison? Alors la réponse est oui. Et je pense notamment un journal intime que j'ai tenu durant une vingtaine d'années, 20 ou 25 ans, que j'ai montré à personne et que j'ai finalement brûlé. C'est pas que ce que j'y écrivais était obscène ou pas bon, je sais pas, c'est un autre, le journal intime, c'est une autre tendance, mais c'est parce que la pudeur m'empêchait de penser qu'un jour je pourrais mourir, laisser ça, et que mes enfants, mes petits-enfants allaient le lire. Et voilà, il me semblait qu'il y avait quelque chose de trop intime pour que je puisse le laisser sortir à d'autres personnes. La vie suprême. Alors, je le présente en 2 mots. C'est un livre qui se passe en 1873. C'est un roman historique. C'est en fait la première fois que je fais un roman historique. Ça parle d'un personnage que les Valaisans connaissent bien et qui revient à notre thème avant, le thème de l'identité. C'est le personnage de Farinet, qui est pas le personnage principal, mais le personnage principal qui s'appelle Bess va se confronter à Farinet comme s'il se confrontait à une image importante et qui lui apporte du rêve, mais aussi quelques ennuis. Et donc, Farinet arrive dans un petit village, et puis les gens le suivent, ils forment en groupe. Ce Bess le suit, s'intéresse à lui. Ça finira mal pour Bess qui va terminer en prison à la place de Farinet, mais ça finira bien tout de même parce qu'il aura découvert dans le processus un certain nombre de choses sur lui-même et sur le monde qui vont lui apporter beaucoup. Farinet accueillait son visiteur comme une distraction bienvenue. En attendant qu'on commence la fabrique, son temps passait à s'ennuyer et à dormir beaucoup. Il expliquait qu'il avait un mauvais moral, et puis sa vieille maladie le faisait souffrir. Il demandait les nouvelles du village et de la vallée, plaisantait, racontait ses aventures, comment il avait fabriqué ses pièces de 20 centimes dans son mazo ou une grotte, comment il s'était échappé du pénitencier de Sion en passant par le trou des toilettes à sec avec une corde qu'un de ses complices avait apportée, comment il avait joué à cache-cache avec les gendarmes pendant des semaines. Les soirs de tristesse venait le tour de sa bonne amie, l'amour de sa vie, qui s'était mariée dans le village de son enfance. Il racontait tellement bien que Bess sortait toujours de là plus vivant que lorsqu'il était arrivé. Le monde suprême lui semblait juste à côté de celui qui lui était connu. On devait seulement vouloir être libre, et alors on n'était plus ligoté par rien. Des choses extraordinaires, merveilleuses pouvaient arriver.